Donc Henri est né en 1553 à Pau, et ça commence pas très bien pour lui parce que sa mère, Jeanne d'Albret, est protestante, et son père, Antoine de Bourbon, est catholique. Donc déjà, entre les deux, son cœur balance. Il va naître catholique, et il naît dans la nuit du 12 au 13 décembre 1553, et on va le baptiser à la béarnaise, ce qu'on appelle à la béarnaise, c'est-à-dire que tout de suite on va prendre l'enfant, on va le poser, le mettre dans les bras de son grand-père, et son grand-père va porter le petit Henri, il va demander une gousse d'ail et un verre de vin. Il va prendre la gousse d'ail, il va frotter les lèvres de l'enfant avec la gousse d'ail, et ensuite il va prendre le verre de vin, et il va faire sentir le vin à l'enfant. Est-ce que c'est pour ça que plus tard Henri IV aimera bien boire et bien manger? Peut-être. En tout cas, à l'époque, il n'y a pas de vaccin, et c'est ce qui va permettre à l'enfant de pouvoir lutter contre la maladie en grandissant. C'est fait exprès, et c'est ce qu'on fait dans le Béarn. Il sera baptisé normalement plus tard le 6 mars 1554, et il va avoir un parrain et une marraine. Ce ne sont pas n'importe qui, puisqu'il s'agit d'Henri II et de Catherine de Médicis. Alors, Jeanne d'Albret, pour situer, attention, vous êtes prêts? Un petit peu de généalogie. Non, je ne sais pas si on va faire un quiz après, mais qui était présent pour la conférence sur Étienne Marcel? C'était horrible, la généalogie, voilà. Bon, là, c'est un petit peu plus facile. Jeanne d'Albret, c'est la nièce de François Ier. D'accord? François Ier a eu plusieurs enfants, dont Henri II, qui a épousé Catherine de Médicis. Ils ont eu plusieurs enfants. Au début, Catherine de Médicis n'arrivait pas à en avoir. On a dit, oh mon Dieu, une femme étrangère qui n'arrive pas à avoir d'enfants, c'est bizarre. Bon, ils ont réglé le problème, ils ont été voir Nostradamus qui leur a offert un livre, le Kama Sutra, parce qu'on s'est rendu compte qu'Henri II avait le sexe tordu, et que Catherine de Médicis avait également aussi un problème. Donc ils ont cherché quelques petites positions sympathiques, et là, tous les ans, Catherine de Médicis est tombée enceinte. Elle a eu 11 enfants, il y en a que 7 qui ont survécu, et parmi ces 7, il y a eu quand même 3 rois, une reine, la reine Margot, François II, Charles IX et Henri III. Ça, c'est les Valois, et la race des Valois va s'éteindre avec Henri III, et c'est à ce moment-là où Henri de Navarre deviendra Henri IV. Donc, si vous captez bien, les enfants de Catherine de Médicis et d'Henri II sont les petits cousins d'Henri IV. Et Henri IV, quand il va épouser Marguerite de Valois, il va donc épouser sa petite cousine, petite filleute. Mais on n'en est pas là encore. Donc il va grandir, tiraillé entre ses parents qui vont s'engueuler en permanence. Il sera protestant, non, il sera catholique, non, il sera protestant. On va arriver en 1561 avec le début des guerres de religion. Ça va durer un certain temps, très très longtemps. On va être à l'apothéose des guerres de religion en août 1572, avec cet horrible massacre de la Saint-Barthélemy, où Henri IV sera épargné parce que c'est un prince de sang. Mais en 1561, eh bien, le jeune Henri, il va suivre son père, Antoine de Bourbon, qui va être fait lieutenant général du royaume par Catherine de Médicis. Donc il va intégrer la cour, et Antoine de Bourbon va prendre son fils avec lui pour l'éloigner de sa mère, qui veut absolument que cet enfant grandisse et devienne protestant. Et puis arrive la première guerre de religion, elle va durer 1 an, 1562 à 1563, et là, on va garder le petit Henri à la cour de France, et ça va être un petit peu le garant de la bonne entente entre le royaume de Navarre et le royaume de France. Donc ça veut dire qu'Henri va grandir avec ses petits cousins. Ils ont tous plus ou moins le même âge. Il est né la même année que Margot. Charles IX est un petit peu plus jeune. Henri III, pareil. Pour simplifier, je dis Charles IX, Henri III. Donc sinon, c'est le duc d'Anjou. Henri, avant s'appelait François. Il va changer de prénom. Je vous simplifie les choses. C'est moi qui ai eu mal à la tête et je vous retransmets ça plus cool. Hein. Parce que j'ai bien vu que la dernière fois, tout le monde avait eu mal à la tête pour Étienne Marcel. Une petite parenthèse, je continue toujours mes recherches pour vous établir ce lien précis de parenté entre Étienne Marcel et Marie-Antoinette. Je suis encore dessus, quand je trouve,
Vous en faites pas, vous serez au courant. Et donc Henri se retrouve à la cour, grandit avec ses petits cousins, je vais dire cousins aussi pour simplifier. Et c'est ce garant de cette bonne entente. Et Henri II, pardon, va combattre lors d'un tournoi au niveau de Saint-Paul. Tout ce qui nous rappelle aujourd'hui qu'à cet endroit-là, il y a eu un tournoi où Henri II a perdu la vie. C'est ce petit manège à la sortie du métro Saint-Paul, c'est un petit clin d'œil à tous ces tournois, puisque comme Henri II est mort lors d'un tournoi, on a décidé, Catherine de Médicis plus tard a décidé d'arrêter les tournois et les joutes, et on va mettre en place des chevaux de bois qui tournent, et donc c'est, dit-on, l'origine de ces manèges de chevaux de bois. Et Henri va se retrouver au milieu de tout ce monde-là, alors en milieu de plein de catholiques. Il est aussi avec son cousin, Condé, et c'est un petit peu compliqué. Et Catherine de Médicis, quand Henri II meurt, c'est son fils qui prend la suite, le jeune François II, qui lui est très malade, il ne va pas rester très très longtemps au pouvoir. C'est donc Charles IX qui va succéder à son frère. Catherine de Médicis va être régente. Alors lui est mineur, on va trafiquer un petit peu les lois, on va changer tout ça, c'est pas grave, il a 16 ans, il peut être roi. Très bien. Il y a quand même la mère qui est derrière, Madame Catherine. Je ne serai jamais objective quand je parlerai de Catherine de Médicis, parce que je suis passionnée par la vie de cette femme. Ça fera l'objet d'une autre conférence plus tard. Mais quand Charles IX arrive au pouvoir, ce gamin, personne ne le connaît. Et Catherine de Médicis va avoir une idée géniale. Elle va lancer la toute première grande campagne publicitaire de l'histoire, puisqu'elle va décider de faire un grand voyage à travers la France pour présenter le roi au peuple. Alors ça va être un très long voyage qui va durer 2 ans, de 1564 à 1566, et avec Henri et son cousin Condé au milieu de tout ça. Alors vous imaginez un petit peu le fouillis, on part de Paris, c'est des milliers et des milliers de personnes. Il y a des chariots, il y a énormément de cavaliers, il y a la garde rapprochée de la reine. La reine étrangère est quand même assez mal vue. Elle protège ses enfants, il y a toute la cour, il y a son escadron volant, c'est environ 300 jeunes femmes, 300 prostituées on peut dire. Et il y a sa toute petite cour, puisque comme elle est mal vue à la cour de France, Catherine de Médicis a décidé de s'entourer d'Italiens, de gens de chez elle, de Florence. Et elle a recréé une cour au cœur de la cour, et ce ne sont que des nains. Elle a refait ça à sa manière, et elle est entourée. Et alors il lui prête allégeance, il s'occupe d'elle. Elle a son singe aussi, il y a toute une ménagerie qui la suit. Donc il faut imaginer ces milliers de personnes, ces milliers de carrosses, de chariots, de cavaliers qui vont de ville en ville. À chaque fois qu'on arrive dans une ville pour présenter le roi, alors tout du long, bien évidemment, on accueille tout ce trafic. Et quand on arrive en ville, excusez-moi, ça me fait penser à une chanson. Merci. C'est ça. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de trottoir. Et quand tout le monde arrive, eh bien, chaque ville a préparé une fête somptueuse. On va créer des arcs de triomphe dans les entrées de chaque ville. Les fontaines vont arrêter de distribuer de l'eau, elles vont distribuer du vin. Bref, tout ça va durer 2 ans. On se rend compte quand on lit la biographie d'Henri IV, d'Henri III, enfin un petit peu toute cette clique-là, ils s'entendaient quand même bien entre cousins. Ça se chamaillait un petit peu parce qu'on traitait déjà Henri de huguenot. Il avait déjà sa mère, grâce à sa mère, il avait un petit peu commencé à changer de religion. On dira plus tard cette phrase que soi-disant Henri IV aurait prononcée: Paris vaut bien une messe. Il a changé plus de 6 fois de religion. Transbahuté comme ça dès le départ entre son père et sa mère. Donc, en tout cas, à un moment donné, Antoine de Bourbon va mourir et il va se rapprocher de sa mère. Quand Henri IV va arriver à la cour, eh bien, la reine Jeanne de Navarre va dire: attendez, Madame Catherine, vous gardez mon fils en tant que garant de cette entente, de cette bonne entente entre nous. Par contre, je mets un point d'honneur à avoir personnellement l'éducation de mon fils, ce qui est très rare pour l'époque. Catherine de Médicis va accepter, Jeanne d'Albret enverra des personnes de son entourage proche pour s'occuper de l'éducation d'Henri IV. Alors cette éducation va être fastueuse et plutôt dirigée vers l'amour des femmes,
On verra ça tout à l'heure, parce que à la louche, Henri IV, c'est à peu près 70 maîtresses, 2 femmes et 22 enfants. Légitimes, non légitimes, ceux qui sont non légitimes qui vont être légitimes, ce qui va poser problème, et qui pose encore problème aujourd'hui avec la descendance. Les officiels, mais parmi ces 22, il y a quand même des bâtards qui ne seront jamais légitimés, et qu'ensuite chacune des maîtresses vont tout tenter. Je ne vais pas parler des 73, je ne parlerai que seulement de 2, ou 3, les principales, Gabrielle d'Estrées, Henriette d'Entragues et Charlotte de Montmorency. Et donc, ils se retrouvent dans cette cour, tout ce voyage de propagande se termine, dure 2 ans, tout le monde rentre à Paris, tout le monde est exténué entre la fête et le voyage, tout le monde est fatigué, mais au milieu de tout ça, c'est aussi un moyen pour Catherine de Médicis d'essayer de calmer un petit peu les ardeurs des catholiques et des protestants qui commencent de plus en plus à se faire la guerre. Il va y avoir plusieurs guerres de religion, et à un moment donné, Jeanne d'Albret et Catherine de Médicis vont décider d'un commun accord. L'idée va partir de Madame Catherine, elle va essayer et insister auprès de Jeanne d'Albret, puis finalement Jeanne d'Albret va accepter de réunir les catholiques et les protestants, afin qu'enfin ces guerres de religion s'arrêtent. L'idée est bonne, mais ça n'a pas du tout marché. Mais le mariage va quand même avoir lieu, puisqu'on va décider le 18 août 1572 de marier Henri de Navarre avec sa petite cousine, Marguerite de Valois, qui deviendra la reine Margot. Beaucoup ont dit, et c'est une erreur d'ailleurs dans le film de Patrice Chéreau, La Reine Margot, que ce mariage avait eu lieu dans Notre-Dame. Point du tout. Henri protestant, à ce moment-là, était protestant, ne pouvait pas rentrer dans une église, donc le mariage a eu lieu sur le parvis. Et comme on prépare ce mariage, l'idée étant de réconcilier les catholiques et les protestants, eh bien énormément de protestants vont venir à Paris. Paris est surpeuplé pour les fêtes du mariage, et puis alors la fête du mariage ne dure pas qu'un seul jour, ça va s'étaler sur quelques semaines. Et les catholiques vont de voir ces protestants qui sont habillés tout en noir avec leurs petites fraises blanches, qui sont très austères, qui ne s'amusent pas, eh bien on voit ça d'un mauvais œil. Et puis en plus ce mariage avec un hérétique, c'est très mal vu. Et il fallait surtout, en plus pour Madame Catherine, demander l'autorisation au pape. Donc on va envoyer un messager qui va mettre du temps à répondre, le pape va mettre du temps à répondre, et Catherine ne va pas s'encombrer. On va recevoir la lettre bien après le mariage, elle ne va pas vouloir attendre, le mariage va quand même avoir lieu, et quand on va recevoir la réponse qui sera négative, non seulement on va l'antidater, puis en plus on va un petit peu trafiquer tout ça. Mais c'est pas grave, ils sont mariés. Enfin, ils sont mariés. Marguerite de Valois, voulez-vous prendre pour époux Henri de Navarre? Elle ne va pas répondre. Une fois. Deuxième fois, elle ne va pas répondre. Troisième fois, son frère, Charles IX, qui est pas très loin, va la pousser. Et son va être pris pour un oui. Et ils seront, à partir de ce moment-là, ils seront mariés. A priori, ils n'ont jamais couché ensemble. Ils vont rester mariés assez longtemps. Le mariage sera rompu uniquement par les vœux d'Henri IV. Elle ne voulait pas trop, mais bon, elle n'a pas eu le choix et finalement elle a cédé en décembre 1599. Donc ils vont rester quand même assez longtemps, ils ne vont pas vivre ensemble, et lui va vivre maritalement avec de nombreuses maîtresses. Et ce mariage, eh bien, on pensait que ça allait apaiser tout le monde, pas du tout. Pendant les fêtes du mariage, tous ces protestants et tous ces catholiques qui cohabitent, eh bien, ça a posé problème. Donc les catholiques vont attenter à la vie du chef militaire protestant, Monsieur de Coligny, qui, par le biais de Catherine de Médicis, qui essaye quand même d'apaiser les choses, a fait rentrer au sein de son conseil des protestants, y compris Coligny. Coligny qui, lui, se rapproche de Charles IX. Charles IX va même dire qu'il va considérer Coligny comme son père, puisqu'il a perdu son père en 1559. Et ça dérange beaucoup de monde. Et ben, on va essayer d'attenter à la vie de Coligny. Coligny sort du Louvre, va pour entrer dans la rue des Poulies. Pour vous situer, la rue des Poulies correspond aujourd'hui à la rue de l'Oratoire qui arrive au niveau de la rue de Rivoli, au niveau du Louvre.
Il est en train de lire tout ce qu'il a pris comme note au Conseil royal. Il sort du Louvre, il va pour rentrer chez lui et en lisant, à un moment donné, il voit que la boucle de sa chaussure est mal mise. Il se baisse, et heureusement, puisqu'il y a Maurevert qui est juste au-dessus, dans un appartement au premier étage, avec une arquebuse qui tire sur Coligny. Coligny, en se baissant, va être juste blessé. Bon, il va quand même perdre le petit doigt et être blessé à l'épaule. Et alors là, on a voulu tuer le chef protestant. Donc les protestants qui sont venus pour la fête du mariage, forcément la cour se dit, ils vont vouloir se venger. Et on va décider en conseil restreint, ce conseil aura lieu dans la salle des cariatides du Louvre, on décidera de tuer les 30 principaux chefs protestants. On va demander en insistant un petit peu, sans lui laisser le choix, l'autorisation à Charles IX, qui était un petit peu pas taré, mais presque. Et Charles IX va dire ok, tuez-les, mais tuez-les tous pour qu'aucun ne puisse venir m'en faire le reproche. Et à partir de là, se déclenche le massacre de la nuit de la Saint-Barthélemy, qui va durer plus d'une semaine et qui va faire, encore aujourd'hui, les chiffres sont très très incertains. En tout cas, c'est sûr, à Paris, plus de 2000 morts. Paris va perdre plus de 2% de sa population en une seule nuit. Et les massacres vont continuer et ensuite se propager partout en France. En Espagne, l'Espagne très catholique, eh bien l'Espagne va être contente, elle va frapper des pièces à l'effigie de cette soirée, de cette nuit horrible. Alors ça, pour celles et ceux que ça intéresse, et pour surtout celles et ceux qui ne partent pas en vacances cette année et qui sont à Paris dans la nuit du 23 au 24 août 2013, aura lieu, comme chaque année, un parcours nocturne à la bougie, où nous célébrerons les victimes autant catholiques que protestantes de la Saint-Barthélemy, puisque au travers de mes recherches aux archives et dans différents livres de différentes bibliothèques, je me suis rendu compte qu'un catholique et un protestant avaient, au cours de cette nuit-là, parcouru les mêmes endroits. Donc c'est un tout petit parcours, à chaque endroit où on s'arrête, on pose une bougie, et à la fin on termine sur le pont Neuf, qui est le pont qui a été achevé par Henri IV, commencé par Henri III et terminé par Henri IV, et où vous avez la statue équestre d'Henri IV qui mène à l'île du Vert-Galant. Alors le Vert-Galant, on appelle Henri IV comme ça, parce que je vous ai dit, il a eu plus de 70 maîtresses. On dit 73, certains historiens disent 87, on va garder 73, c'est déjà pas mal. Oui? Je savais que dans ce coin, il y allait y avoir des réflexions, Et donc ce cheval, vous voyez toutes et tous cet endroit avec cette statue équestre, qui est la toute première statue équestre qui a été posée dehors, dans Paris. C'est Marie de Médicis, qui sera la dernière femme d'Henri IV, qui va décider de mettre en place ça en l'honneur de son mari. Alors il va y avoir des galères, le cheval va arriver, va être posé seulement en premier parce que ça va arriver par voie d'eau, tout va tomber dans l'eau, on va essayer de tout récupérer. Et il y a une petite légende qui est assez originale autour de cette statue équestre, c'est que dans le cheval, il a plusieurs fois été refait, et en 1818, quand arrive Louis XVIII, eh bien, on va refaire cette statue, et le sculpteur, lui, est anti-royaliste. Donc, au moment où il va créer sa petite statue et son petit cheval, dans le cheval, en plus de différentes médailles à l'effigie du roi Henri IV, eh bien, le sculpteur, lui, de son côté, va déposer une petite statuette de Napoléon Ier. Donc, le cheval, depuis 1818, a un petit peu de mal à digérer. On sait que tout ce qui a été posé dans le cheval et dans l'avant-bras gauche d'Henri IV, tout ça a été récupéré et est aujourd'hui exposé une fois par an à l'occasion des Journées du patrimoine dans l'armoire de fer aux Archives nationales. Donc il y a des médailles, il y a le procès-verbal de l'inauguration de la statue, et rien ne dit dans les Archives nationales, personne ne parle de cette petite statue. Il faut fouiller différents livres, différentes mémoires, notamment celle de ce sculpteur dont le nom m'échappe, vous me pardonnerez cet oubli. Mais voilà, j'espère que la prochaine fois que vous passerez devant le square du Vert-Galant et la statue d'Henri IV, vous penserez à ça. C'est ça qu'il n'est pas super bien installé, il n'est pas très bon. Peut-être, il a du mal à... Il n'est
Et c'est pas... Voilà, l'original est exposé au musée Carnavalet, et où on voit qu'il y a des impacts de balles, c'est des restes aussi de la Révolution, il y a aussi des restes de la Commune, enfin voilà, il y a énormément de choses aussi qui ont disparu. On verra ça tout à l'heure, entre la Révolution, le lien entre la Révolution et le corps lui-même d'Henri IV. Donc Henri IV va survivre à la nuit de la Saint-Barthélemy parce qu'il va être assigné à résidence au Louvre. Margot va aussi essayer de le protéger, elle sent bien qu'à un moment donné, on va quand même essayer de l'assassiner, mais prince de sang, hors de question de tuer Henri de Navarre et encore moins son cousin Condé. On va se remettre de ce massacre horrible et on arrive en 1589 où là, Henri III, roi de France, est assassiné sur sa chaise percée par le moine Jacques Clément. Alors oui, il était sur sa chaise percée, il donnait audience au peuple, aux gens, sur sa chaise percée, c'était un moyen pour lui de gagner du temps. Sauf que ce jour-là, malheureusement, Jacques Clément arrive, lui donne un coup de couteau. Et à ce moment-là, Henri III va dire « Ah, le méchant moine, il m'a tué » et, dans un dernier soupir, va reconnaître officiellement Henri IV, enfin futur Henri IV, Henri de Navarre, son cousin, comme étant le futur roi, son légitime, en tout cas légitime. Alors au début, les Parisiens et les Français vont accepter cela, mais très vite, ils vont faire volte-face et ils vont partir du principe que ce roi, qui pour l'instant n'est roi que par titre, parce qu'il n'est pas sacré encore, eh bien, c'est plutôt un tyran. Alors, tyran d'exercice, tyran d'usurpation, plutôt d'usurpation, parce qu'en tant que protestant, il ne doit absolument pas se retrouver sur le trône, même si Henri III, avant de mourir, l'a déclaré comme étant son successeur. Ça va prendre 5 ans à Henri IV avant d'être enfin reconnu roi de France. Entre-temps, déjà quand il est assigné à résidence au Louvre en 1572, on va l'obliger, pour des raisons, dit-on, de sécurité, à encore changer de religion, c'est-à-dire à devenir catholique. Il rechangera entre-temps, mais pour récupérer le peuple et pour récupérer le trône, en juillet 1593, il va décider de changer à nouveau et de redevenir à nouveau catholique pour pouvoir accéder au trône. Et pendant ce temps-là, il est toujours marié avec Margot. Alors Margot, elle est partie dans son château, elle fait sa vie, toujours elle aussi, de nombreux et multiples amants. Je ne sais pas si c'est 73, mais ça ne doit pas être loin pour elle aussi. Hein. Elle était en pleine forme, hein, la dame. Hein. Elle avait du tempérament, comme on dit. Et donc, il se retrouve, il ne vit pas maritalement avec elle, mais par contre, il vit maritalement avec Gabrielle d'Estrées. Alors, mon Dieu, ça choque tout le monde, parce qu'à un moment donné, il va même annoncer devant tout le monde, en se mettant à la fenêtre, à une grande fenêtre pendant une soirée, il va dire « je vais l'épouser ». Il va même, à ce moment-là, lui offrir l'anneau de son sacre. Alors là, déjà ça dérange, la demi-reine qu'on l'appelle la reine des ordures, la princesse des ordures, la putain aussi, plus facilement. Alors c'est celle qui, voilà, je savais très bien que vous alliez parler de ce tableau, c'est celle qui est toute nue avec sa sœur, et sa sœur lui pince le téton. Et derrière ce tableau, au fond du tableau, vous avez une jeune femme qui est en train de coudre. Et l'histoire de ce tableau, c'est que personne n'est au courant que Gabrielle d'Estrées est enceinte, et c'est un signe de sa sœur, soit pour lui annoncer, soit pour vérifier qu'effectivement Gabrielle d'Estrées est enceinte du roi, et c'est assez symbolique comme geste, renforcé par cette jeune femme au fond du tableau qui est en train de coudre, peut-être une layette, en tout cas le travail qu'elle est en train de faire n'est pas terminé. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses autour de ça. Je crois que le tableau est exposé au Louvre. Oui. Il est anonyme, donc on ne sait pas si c'est un catholique, un protestant, si c'est quelque chose de positif pour Gabrielle d'Estrées ou de négatif. En tout cas, voilà, tout le monde a en tête ce tableau. C'est une des maîtresses qui a rendu fou d'amour. Folle, c'était Henri III. Fou d'amour Henri IV,
Donc il vit maritalement avec elle, tout le monde la déteste. On dit le bon roi Henri IV, mais c'est seulement après sa mort, c'est tout de suite après sa mort qu'on a dit le bon roi Henri. Juste avant, Henri IV n'est pas tellement apprécié parce qu'il y a des lourdes taxes, parce que avec toutes ces folles aventures, avec toutes ses maîtresses, il est prêt à déclarer la guerre à n'importe qui pour sauver ses maîtresses. C'est un fin politicien, mais quand même, ça dérange. Il y a plus de 90% du peuple qui n'est pas d'accord avec la politique d'Henri IV quand même. Et ça encore en 1610, bien avant le 14 mai 1610. Pourtant, Henri IV, il a quand même mis en place une très grande politique d'urbanisme moderne. On lui doit la place royale, qu'on appelle aujourd'hui la place des Vosges. On lui doit l'achèvement du Pont-Neuf, qui est le tout premier pont qui a été construit sans maison et en pierre, avec des trottoirs, et où enfin les Parisiens ont pu observer Paris depuis un pont. Ça a été aussi quelque chose de très novateur. C'est lui aussi qui a créé cette toute petite et magnifique place Dauphine qui est juste en face de la statue équestre, où aujourd'hui on peut aller jouer au boule, où vous avez de tout petits mignons restaurants et où vous avez aussi énormément de librairies en rapport avec le monde de la justice et du droit, parce qu'il y a le palais de justice juste en face. Mais c'est vraiment comme une petite, un petit lieu perdu au milieu de nulle part à Paris, et quand vous êtes là l'été, c'est-à-dire un jour quand il fera beau, on a vraiment l'impression d'être sur la plage, la plage, ouais, bon, peut-être la plage, sur une place un petit peu en Provence, enfin en tout cas pas à Paris. Et donc il a mis tout ça en place quand même, on peut pas lui enlever ça. Elle a commencé à les construire sous Henri IV. Déjà avant, hein, il y avait eu les prémices, mise en place de tout ça. Henri III n'a pas pu terminer tous les travaux qu'il avait débutés. Alors en plus, pour la petite anecdote, quand Henri III a posé la première pierre du Pont-Neuf, il pleuvait, il faisait un véritable temps de chien, et on l'a appelé, le tout premier nom du Pont-Neuf, ça a été le Pont aux pleurs, parce que Henri III a posé la première pierre, il était en larmes, il venait d'enterrer un de ses mignons. Les mignons, il y en avait plein hein, autour de lui, et le principal était le duc d'Épernon. Retenez bien son nom parce qu'on va en reparler tout à l'heure. Et alors ils avaient tous des petites boucles d'oreilles, ils sentaient bon la violette avec leurs petits chiens, ils se trimballaient partout dans Paris. Et puis quand il y en a un qui n'avait pas les honneurs du roi, eh bien ça se bastonnait, enfin on dit bastonnait aujourd'hui, mais à l'époque c'était les duels. C'était interdit. Donc combien de millions d'Henri III ont été mortellement blessés au cours d'un duel pour l'amour du roi. Et Henri III adorait coudre lui aussi, et c'est lui qui a fait entièrement la robe de sa sœur pour son mariage le 18 août 1572. Ça aussi on oublie de le dire, mais moi ça me fait marrer. Voilà, essayez d'imaginer Henri III qui est quand même à la base du code civil. Oh, j'en ai marre du code civil. Tiens, je vais coudre. Mais oui. Que veux-tu dire par là? Je ne vois pas du tout où tu veux en venir. Des millions, voilà. Donc Gabrielle d'Estrées, ça se pose bien, ils sont amoureux, ça on ne peut pas leur enlever ça. Elle va lui donner 3 enfants, et tout le monde va commencer à dire, mais la reine Margot en premier, le pape en deuxième, va dire, non mais attendez, monsieur Henri, c'est pas possible, vous ne pouvez pas l'épouser, on est contre, nous on est contre. Et alors empoisonnée, pas empoisonnée, et en tout cas Gabrielle d'Estrées va mourir dans d'horribles souffrances. On sait aujourd'hui qu'elle est morte d'apoplexie, et peut-être même d'éclampsie, puisqu'elle était enceinte du 4e enfant. Et donc on va dire, oh là là, Henri IV va penser qu'on a essayé de l'empoisonner, on est en plus dans cette renaissance assez sombre, où en plus avec... il y a tous les restes des Valois, Catherine de Médicis, ses parfumeurs, ses empoisonneurs, enfin, tout ça c'est de la légende. Mais on sait aujourd'hui, effectivement, que c'est du fait de sa grossesse qu'elle a contracté tous ces symptômes. Mais il paraît qu'elle était assez horrible à voir, elle avait le visage tout noir, et Henri IV directement a voulu aller voir Gabrielle d'Estrées, et on l'a arrêté en chemin, on lui a dit non, vaut mieux pas aller la voir, ça ne sert à rien. C'est vraiment pas beau à voir. Faites demi-tour. Triste, très très triste, Henri IV, il a eu du mal à s'en remettre.
Enfin, il a eu du mal à s'en remettre. 3 mois. Bon. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup pour l'époque. Si, c'est vrai, c'est beaucoup pour l'époque. Et on va lui présenter quelqu'un d'autre. Alors, qui va lui présenter ça, on ne sait pas, on a tout dit sur cette histoire-là. En tout cas, arrive en grande pompe Madame Henriette d'Entragues. Alors elle, moi je l'aime pas trop. C'est une femme très très ambitieuse, ça on peut pas lui enlever ça. Mais tout de suite, elle va... Est-ce qu'elle est arrivée d'elle-même? Épousez-moi! Oh, faut réconforter le bon roi. Parce que bien sûr, vous imaginez bien qu'avec toutes ces maîtresses-là, lui c'est un véritable cœur d'artichaut, cet homme-là. Donc il y en a plein à qui ça n'a pas échappé. Donc, et certainement pas Henriette d'Entragues. Et ça va fonctionner. Il va réussir à oublier Gabrielle d'Estrées dans les bras d'Henriette d'Entragues. Et pareil, il va lui dire, elle va essayer, mais si on se mariait? Oui, ben non, non. Bon, entre-temps, le mariage avec Margot est annulé. Première chose, plutôt pas mal, bon signe pour Henriette. Et Henri tombe follement amoureux de cette femme. Et il va dire, bon, d'accord, alors ce qu'on va faire, là on est début octobre 1599, il va lui dire, d'accord, je vais faire une lettre, et dans cette lettre, je vais préciser que si dans l'année on donnait un enfant mâle, je vous épouse. Très bien. Henriette tombe enceinte, mais des complications dues à un orage terrible, l'éclair va tomber dans la chambre d'Henriette, elle va avoir très peur, et l'enfant va être mort-né, plus que prématuré, puisqu'elle ne va pas le garder. Donc ça va rendre caduque la lettre qu'a écrit Henri IV. Il lui fera d'autres enfants en 1601 et 1603. Mais entre-temps, normalement vous me dites, mais le 17 décembre 1600, Henri IV, il épouse qui? Marie de Médicis, la grosse banquière, qui est une cousine lointaine de Catherine de Médicis. Ils sont tous cousins hein, dans cette histoire. Hein. Donc c'est un peu consanguin hein, quand même. Donc bon, ils se sont mariés déjà une fois par procuration, et quand, avant d'être mariés, Marie de Médicis arrive, elle est offusquée par tout le fouillis qu'il y a à la cour. Le Louvre est en travaux, puisqu'Henri IV est en train de construire la galerie du bord de l'eau. Et alors elle est horrifiée, elles ne sont pas du tout à sa place. Ils sont déjà mariés par procuration, ils doivent attendre à nouveau le mariage officiel. Et Henri IV va lui dire, ah bah non, 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 on va coucher tout de suite. Elle va lui dire, bah non. Lui, il va dire, si, si. Bon, ok, le ver galant, hein, il mérite bien son surnom. Mais il va continuer d'avoir une vie extra-conjugale. Alors, Marie de Médicis, est-ce qu'elle a aimé ou non Henri IV? Elle était très jalouse, mais de là, est-ce qu'elle l'aimait ou pas? Elle était, à mon avis, elle est devenue jalouse avec toutes ces femmes qui virevoltaient autour du roi. Je pense. Parce qu'on sent bien que tous les complots qu'il y a pu avoir ensuite, autour, il a quand même, en 20 ans, il a échappé à plus de 16 tentatives d'assassinat. Donc on n'a jamais eu autant d'écartèlement à Paris que sous le règne d'Henri IV. Bon, avec le dernier Ravaillac, on verra ça tout à l'heure, qui n'a pas mangé, qui ne veut pas manger, tout le monde. Donc bon, il est marié avec la grosse banquière, il vit maritalement avec Henriette, et alors là, Henriette, elle va essayer de tout faire, elle va insister, elle va lui dire, les 2 autres enfants là, que vous m'avez donnés, 1601, 1602, un garçon et une fille, je veux qu'ils soient légitimés. Ah mais non, et bien si. Et c'est un des tout premiers rois à faire ça. Il va légitimer les 2 enfants qu'il a avec Henriette. Alors elle va être contente, mais elle va en vouloir plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, attention, on va retomber dans la généalogie, avec son demi-frère, qui lui est le fils du cousin de son amant. Oh, waouh, vous suivez ou pas? Le demi-frère d'Henriette d'Entragues, c'est le fils de Charles IX. C'est un bâtard en plus. Ah, je vous sens perplexe. Charles IX. Ah, il est pas mort à la chasse, non? Charles IX, c'est lui le responsable de la Saint-Barthélemy, dit-on. C'est le...
Ah non, ça c'est Patrice Chéreau qui a rajouté ça dans son film, on ne sait pas pourquoi. Ça ressort nulle part. Et c'est aussi dans le bouquin de Dumas. Et Dumas, voilà, c'est comme Da Vinci Code, c'est comme Les Misérables. Ils se sont permis un petit peu Ouf, ouais, voilà. De toute façon, pour Catherine de Médicis, un coup on l'a détestée, un coup on l'a adorée, enfin, pas longtemps. Mais je crois que c'est en 1960, dans les livres d'histoire, on proposait aux gamins de faire une rédaction d'histoire. La question était très simple. Pourquoi je hais Catherine de Médicis? C'est fou quand même. Ah, bon, passez. Parce que quand même, mesdames, si aujourd'hui on porte une culotte, c'est grâce à Catherine de Médicis. Une petite anecdote, parce qu'elle adorait monter à cheval. Et à l'époque, les femmes n'avaient pas de culotte. Et elle a dit, attendez, moi pour monter à cheval, alors on va mettre une culotte. Parce que les culottes, c'est les hommes qui portaient la culotte à l'époque. Culotte, c'est... oui, voilà. Le truc de French Cancan. Oh non, monsieur, ne mélangez pas tout. Non, la goulue, non. Revenons à notre cheval blanc. Quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Tout le monde dit blanc, bah non, hein, il paraît que c'est un. Merci. Bravo. D'ailleurs, on peut offrir un verre à monsieur, parce que, voilà, vous pouvez... D'ailleurs, moi je vais rincer aussi. Ça va toujours, vous suivez? Donc vous êtes encore sur le frère aîné d'Henriette d'Entrailles, le demi-frère et le cousin du fils. Là, on est encore dans le petit cousin, c'est très complexe. Et bien elle va vouloir mettre en place ce petit complot pour faire en sorte que son fils devienne futur roi à la mort d'Henri IV, à la place du futur Louis XIII. On va déjouer le complot. Henri IV, qui est quand même fou amoureux de cette femme, va commuer la peine de prison. Elle va être exilée. Il va lui offrir un petit château, puis il va lui dire allez, tu t'en vas. Et puis bon, là quand même, à partir de ce moment-là, la passion d'Henri IV va quand même tomber. Ah. Comment? Un des yeux Henri IV. À dire bon, finalement, tiens, je vais m'en méfier. Il aura d'autres maîtresses, bien sûr, n'oubliez pas, 73, 87, en tout cas, à la louche, on est dans cette fourchette-là. Et il va rencontrer une autre très jeune fille, puisqu'elle a 14 ans. Donc ils ont 40 ans d'écart. Charlotte de Montmorency. Alors elle est complètement sidérée que le roi puisse tomber amoureux d'elle. On sent bien que quelque part on la pousse un petit peu. Et puis ça va fonctionner. Mais une chose que j'oublie de vous dire, c'est que ces maîtresses, toutes ces maîtresses là, Henri IV, pour les avoir près de lui, il va faire en sorte de les marier à des gens qui sont proches de lui aussi, comme ça il pourra les voir. Et puis alors là où il va être très intelligent, c'est que pour Charlotte, qui a 14 ans, la pauvre, il va lui dire « Ah, alors toi, mon cousin, Condé, viens voir. T'es homo? Ouais, tiens, tu vas épouser Charlotte, hein, comme ça, pas de problème. » Sauf que ce qu'Henri IV n'avait pas prévu, c'est que Condé va être ultra jaloux. Et à votre mot, il va être jaloux quand même. Donc, il va enlever Charlotte, il va l'emmener en province, et là, Henri IV, plutôt que de gérer les affaires de la France, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déguiser en plein de personnages différents, et hop, il va suivre un petit peu Charlotte un petit peu partout. Alors elle, un coup, elle est dans son carrosse, elle voit un palefrenier, oh, c'est le roi. Oh, ensuite, un cavalier, c'est le roi encore. Bon. Et alors, ça va fortement énerver Henri IV. Une demoiselle d'honneur. Henri IV. Bon. On sait pas, on n'était pas. Pourquoi pas? Ah non, c'est Condé, pardon. Bon, ça c'est fait. Je vais re-rincer, pardon. Non, mais il faut que ce soit un peu léger, parce que sinon... ça plaît pas à tout le monde. Non. C'est juste derrière. Et là, Condé, il va griller Henri IV à un moment donné. Dis donc, enlève-moi cette robe.
Et tu me la prêtes? Bon. Et là, il va dire non mais stop. Bon, Henriette, la province, ça va pas le faire. Tu viens avec moi, on part à Bruxelles. Bruxelles, à cette époque-là, ça appartient à l'Espagne, très catholique. Et c'est l'ennemi de la France. Et là, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop si Henri IV déclare la guerre à l'Espagne pour récupérer Charlotte, en Rome ou pas, ou si les faits de l'époque font en sorte que c'était à ce moment-là aussi, et que l'occasion aux en larron, hop, allez, on y va, tout de go. Comment? Oui, voilà. Bon, je pense plutôt que c'est ça. Et que cette histoire avec Charlotte a dit, ok, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ok. Oui, il va quand même prendre toute la thune du royaume pour déclarer cette guerre. Sully va lui dire, son bon ministre Sully va lui dire, enfin, ça va pas bien, non? Et il n'aura jamais le temps, hein. Il va quand même envoyer toutes ses troupes, c'est plus de 40 000 hommes qui sont prêts. Et là, Henri IV, vraiment, le peuple commence à vraiment détester le roi, parce que s'il déclare la guerre, ça va être une guerre terrible, il va y avoir beaucoup de morts, et la guerre, on n'en veut plus, on n'en veut pas de la guerre. Il n'aura pas le temps, hein, puisqu'il va être assassiné le 14 mai 1610, rue de la Ferronnerie. Vous avez encore aujourd'hui, alors, deux endroits. Quand vous rentrez sur la place des Saints-Innocents, avec les petites arcades, c'est marrant, elles ressemblent un petit peu à ces arcades que j'ai moi devant et vous derrière. Et vous avez une petite plaque qui précise, gravée dans la pierre, qu'ici donc a été assassiné Henri IV. Alors c'est pas véritablement sous cette petite plaque, c'est plus vers la droite. Vous avez l'emplacement au sol du carrosse d'Henri IV, au moment où il s'est fait assassiner. Vous avez les armes d'Henri IV avec son nom et la date en chiffres romains. Et c'est Ravaillac. Alors Ravaillac, c'est un illuminé, on dirait aujourd'hui un fou de Dieu. Il est monté à pied tout seul d'Angoulême. Alors on dirait fou de Dieu, puis on dirait aussi aujourd'hui c'est un schizophrène, un paranoïde. Il y a beaucoup de psys qui sont penchés sur ça. Et s'il avait vécu, et si ça s'était passé aujourd'hui, a priori, il aurait été jugé irresponsable de ses actes. Il aurait fait un petit peu de prison préventive uniquement pour l'empêcher d'être libre. Et on l'aurait ensuite mis directement dans un hôpital psychiatrique. Et on lui aurait donné des médicaments, on aurait essayé de le soigner. En tout cas, il n'aurait pas été, j'allais dire, assassiné, enfin, tué, en tout cas, et condamné à mort. Et donc il arrive plusieurs fois, il va vouloir rencontrer le roi, parce qu'il veut lui dire, mais non, il ne faut pas déclarer la guerre à l'Espagne, déjà, et en plus, vous êtes un hérétique. Pour Ravaillac, est-ce que c'est un bras armé ou non de différentes personnes? Encore aujourd'hui, on ne sait pas, il y a différentes thèses. Quoi qu'il en soit, Henri IV est dans son carrosse, il fait beau, Marie de Médicis a été couronnée la veille, donc c'est la fête partout dans Paris, et il veut voir un petit peu les préparatifs de cette fête. Donc il prend son carrosse, et son carrosse, on a tout relevé pour qu'il puisse voir bien tous les travaux. Dans le carrosse, il y a le duc de la Force. Le duc de la Force est un proche d'Henri IV qui était adolescent pendant la nuit de la Saint-Barthélemy. Et cet homme-là s'appelle de la Force. Et pendant la nuit de la Saint-Barthélemy, il a fait le mort sous les cadavres de ses trois frères et de son père. Il a donc survécu à la Saint-Barthélemy, il a été quand même blessé, mais il a survécu, il est devenu proche de la garde d'Henri IV, et il était dans le carrosse au moment de l'assassinat d'Henri IV. Il y avait aussi le duc de Montbazon, et il y avait aussi, tiens, comme c'est bizarre, le duc d'Épernon, ancien mignon d'Henri III, catholique, ultra-catholique, qui a fait partie de la Ligue, donc qui sont complètement opposés aux protestants, sachant qu'entre-temps, une chose importante et très importante dans l'histoire de France, en 1598, le 13 avril 1598, ça vous parle? C'est l'édit de Nantes. Dans le plus grand secret, Henri IV va mettre en place l'édit de Nantes, qui est un édit de tolérance, et où on va accepter le culte protestant. Vous pouvez d'ailleurs le voir, il est exposé dans une toute petite salle aux Archives nationales. C'est un document assez émouvant.
Mais à partir de 1598, les protestants sont libres dans le royaume de France. Mais pour les catholiques, ça reste quand même un problème, notamment pour les ultra-catholiques. Et ultra-catholiques comme Ravaillac, qui vient d'Angoulême, Angoulême, qui est quand même la seule ville qui n'a pas été retirée, comme c'est bizarre aussi, au duc d'Épernon. Parce que le duc d'Épernon était un des chefs militaires qui est resté auprès d'Henri IV. Henri IV s'est dit, les ennemis, c'est aussi bien, s'en méfier. Donc c'est aussi bien de les avoir proches plutôt qu'à distance. Et donc on en arrive à cet éventuel complot où peut-être le duc d'Épernon serait responsable et aurait armé le bras de Ravaillac. Alors, ça ressort depuis une dizaine d'années et depuis 2 ans, on sait que peut-être, on dit tout le temps, que Ravaillac a donné 3 coups de couteau, et quand les historiens ils disent 3 coups de couteau, ils expliquent et ils disent un entre la première et la deuxième côte, et un deuxième entre la 5e et la 6e. Le deuxième coup a certainement touché la veine cave et la horte, et ensuite on passe à autre chose. Et donc on a toujours envie de dire, et le 3e coup alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et que tout de suite, le duc d'Épernon a dit, il n'est pas blessé. Le duc de Montbazon, pardon, il n'est pas blessé, il n'est que blessé. Et alors là, il y a toute une légende qui se crée parce qu'on va fouiller dans différentes archives, on va ressortir les mémoires de Louis XIV, puisque Montbazon va être proche de Louis XIV, et qu'en ressortant tout ça, on va se rendre compte que peut-être, effectivement, Ravaillac a blessé le roi, mais le coup fatal aurait été porté par le duc d'Épernon dans le carrosse, et que le duc de Montbazon l'aurait vu. Et il en a parlé dans ses mémoires, et ça a été ensuite repris par Louis XIV. Et bizarrement, ces mémoires de Louis XIV, précisément en parlant de ce moment-là, ont disparu avec la Révolution et ont ensuite été dispersées partout en France. Il n'y a plus aucune trace aujourd'hui de tout ça en France. Alors ça fait partie de la légende, mais en tout cas c'est une légende qui tient à cœur a priori aux descendants de Gabriel d'Estrées, donc aux descendants d'Henri IV, au dernier duc d'Épernon, qui est encore en vie aujourd'hui, et qui a réhabilité Ravaillac en 2010, pour les 400 ans, l'assassinat d'Henri IV, parce que Ravaillac, aujourd'hui, ce nom n'existe plus. On n'a plus le droit de nommer un restaurant ou un magasin du nom de Ravaillac depuis cet assassinat. Et les Ravaillac, aujourd'hui, s'appellent les Ravoyards, qu'on a dû un petit peu transformer tout ça. Et déjà, Louis XIV avait aussi un peu réhabilité les Ravaillac, leur avait permis de revenir en France, parce que à la mort de Ravaillac, après son horrible supplice, Ravaillac, on a rasé sa maison de famille, on a fait partir toute sa famille sous peine de mort, et on a demandé, alors pas à ses parents, parce qu'ils ne pouvaient plus avoir d'enfants, enfin, voilà, on savait qu'ils n'allaient plus en avoir, mais en tout cas ses frères et sœurs ont dû changer de nom. Et le supplice de Ravaillac, alors quand il va porter son coup au roi, ces 2 coups au roi, il ne va pas s'échapper. C'est-à-dire qu'il porte son coup, le carrosse s'arrête devant le cœur couronné qui existe. Alors à l'époque, ça s'appelait le cœur couronné percé d'une flèche. Aujourd'hui, c'est juste la brasserie du cœur couronné. La légende veut que Ravaillac se soit échappé par les caves du Banana Café. Effectivement, vous avez un vieux... Mais Ravaillac est resté complètement scotché, il était habité, il avait des visions, il avait déjà essayé d'approcher le roi pour essayer de lui parler, pas pour le tuer, mais pour essayer de lui parler. Et comme Henri IV a échappé à beaucoup de tentatives d'assassinat, il y avait quand même une garde rapprochée assez forte autour de lui. Puis au bout d'un moment, Henri IV a dit « Bon, non, mais c'est pas grave, vous en faites pas ». Même quand il va pour visiter tous ses travaux pour la fête de Marie de Médicis, il n'a pas une énorme garde rapprochée, il arrive rue de la Ferronnerie, il y a une charrette de foin qui bloque le passage, il y a aussi un porteur de vin qui va laisser tout son bahut posé là. Et alors est-ce que ça a été prémédité ou pas? On dit aussi qu'il y a une espèce de gang armé qui est arrivé. Alors est-ce qu'ils ont été plusieurs à vouloir tuer Henri IV ce jour-là sans se consulter? En tout cas, Ravaillac va rester complètement prostré, on va l'arrêter, et là, bizarrement, Épernon, le duc d'Épernon, va dire « Ne le tuez pas », parce que la foule va vouloir
s'emparer de Ravaillac pour le mettre en pièces. Et Épernon va sortir du carrosse, sortir par la fenêtre du carrosse et dire « ne le tuez pas ». Et c'est Épernon, le duc d'Épernon, qui va prendre Ravaillac et qui va le mettre à l'hôtel de Retz, rue Charlot, pendant 48 heures, où alors là, tout le monde va pouvoir venir lui rendre visite. On va lui poser quelques questions, lui il va dire « non, j'ai agi tout seul, c'est Dieu qui m'a dit de le faire ». Ah oui, c'est Dieu? Et tu ne tueras point, t'en fais quoi? Ah, eh bien, dans certains cas, et c'est ce que Ravaillac va dire, c'est qu'il a écouté beaucoup de théologiens, beaucoup de personnes qui ont parlé pendant des sermons et qui ont dit « mais Henri IV est un usurpateur, c'est un tyran ». Donc on parle aussi à ce moment-là de tyrannicide. Et qu'effectivement, étant un protestant qui a accédé au trône, c'était légitime et que la voix de Dieu était passée par Ravaillac et qu'effectivement, ça lui avait donné l'autorisation de tuer le roi Henri IV. Je vous disais schizophrène tout à l'heure, oui, il avait des hallucinations, il voyait des hosties sanglantes voler, parfois il voyait le diable, parfois il voyait Dieu qui lui parlait et qui lui disait « tue ». Bon, tout va bien dans le meilleur des mondes, dans la tête de Ravaillac, mais en tout cas, il a toujours dit « j'ai agi seul ». Il reste 48 heures rue Charlot à l'hôtel de Retz, on l'emmène ensuite, ça c'est le 16 mai 1610, on l'emmène à la conciergerie. Et alors là, on lui pose la question, ordinaire, extraordinaire, on le torture. On va lui mettre les brodequins, c'est-à-dire qu'on lui met des planches entre les jambes et on met des petits billots de bois qu'on installe à coups de marteau, donc ça va broyer complètement les jambes et les membres. Premier supplice, horrible, toujours la même réponse de Ravaillac, j'ai agi seul, j'ai agi seul. Ensuite, il y a un procès, alors un procès de 10 jours qui est quand même bâclé. On ne fait même pas venir ses parents, on ne fait pas venir sa famille pour les témoignages. On ne s'encombre pas d'aller chercher les personnes chez qui il a pu vivre quand il était à Paris. On ne s'intéresse pas à tout ça. Et puis le président Harlay, celui qui s'occupe de ce dossier à l'époque, dira plus tard « mais des preuves, il n'y avait pourtant que ça ». Sachant que peut-être c'était le bras armé de quelqu'un, et certainement du duc d'Épernon, qui s'entendait bien aussi, comme c'est bizarre, avec Henriette d'Entrailles. Et donc à la fin du procès, effectivement, le 27 mai 1610, au matin, Ravaillac est condamné à mort. On va l'emmener dans un premier temps sur le lieu de son assassinat, de l'assassinat d'Henri IV. Donc on l'amène rue de la Ferronnerie. On lui remet en main le couteau, qui est un couteau de cuisine qu'il a volé en venant d'Angoulême, un couteau à double tranchant. On va lui mettre dans la main qui a tué. Et par-dessus ce couteau, il va devoir tenir une fusée d'artifice. On va lui ligoter ça à la main. Et donc on va lui brûler cette main qui a tué. On va ensuite l'amener dans une charrette tirée par 2 bœufs. Pas des chevaux, des bœufs, parce qu'il est lui-même considéré comme étant un animal. Et on va l'amener à Notre-Dame, sur le parvis de Notre-Dame, où il va faire amende honorable. Donc il a une chemise blanche, il a une corde autour du cou, il a un cierge à la main, et il doit se repentir devant Notre-Dame. Et alors là, il y a une foule immense qui se presse, et devant Notre-Dame, le bourreau le tient en laisse, le fait passer, comme ça, devant tout le monde. Et deuxième supplice, troisième supplice même, là on va lui tenailler les chairs, on va lui arracher les mamelons, et on va lui tenailler les chairs à des endroits bien précis pour préparer, a priori ça servait à ça. Comme c'est un parricide et un régicide, la peine de mort c'est l'écartèlement. Donc on va lui tenailler les bras, les avant-bras, les bras, les cuisses, pour préparer un petit peu tout ça. Alors, il a une trentaine d'années, Ravaillac, même lui, quand on lui demande son âge, il ne sait pas trop. Une grande baraque comme ça, roux, avec une grosse barbe, complètement halluciné comme personnage. Une force de la nature, en tout cas. Et il y a une foule énorme qui se presse entre Notre-Dame et la place de Grève. Le chemin, pourtant, n'est pas très long, mais ils vont mettre beaucoup de temps pour arriver.
Et quand enfin arrive place de grève, les places se vendent très très cher tout autour pour que tout le monde assiste. On a différents témoignages de plein de personnes qui ont assisté à cet écartèlement. Et bien là, le bourreau Jean-Guillaume, qui est responsable de l'achat des 4 chevaux, en général, le bourreau va acheter des bêtes plus fortes. Les bêtes les plus fortes, les 2 bêtes les plus fortes vont servir pour les jambes, et d'autres, celles pour les bras, vont être un petit peu moins fortes pour que les 4 membres partent en même temps. Ravaillac, force de la nature, son supplice va durer, rien que l'écartèlement va durer plus de 2h10, sachant qu'une fois qu'on lui a attaché les membres, il est allongé par terre, les chevaux sont prêts à être fouettés. Ben là, il a ses plaies béantes qui ont été, parce qu'on l'a tenaillé. 4e supplice avant l'écartèlement, on va amener du plomb fondu, de l'huile bouillante et de la poix qu'on va mettre dans ces plaies pour, pareil, continuer ce travail de préparation à l'écartèlement. Les chevaux, pour les chevaux aussi, ça va être compliqué, parce que pendant plus de 2h10, au bout d'une heure, rien ne se passe. Seulement au bout d'une heure et demie, il y a même des gens qui vont proposer d'apporter leurs propres chevaux pour qu'on change les chevaux et que tout ça se passe bien, sachant qu'à ce moment-là, la foule est enragée. C'est horrible, les gens deviennent complètement fous et on va même refuser de chanter le Salve Regina, tellement pour le peuple cet homme est un monstre. Et au final, il y a une jambe qui va partir en premier et ensuite lui sera encore en vie. Il dira toujours qu'il a agi seul, et au final la foule aura un sursaut à un moment et se mettra à chanter le Salve Regina. Mais quand les membres vont être séparés du corps de Ravaillac, eh bien on va récupérer tout ça, ce qu'on va pouvoir, entre le bourreau et les aides du bourreau, ce qu'ils vont pouvoir récupérer, parce que la foule va se précipiter sur les morceaux de Ravaillac. Certains vont être dans un état de transe tel qu'il y en a qui vont manger les morceaux de Ravaillac. On va aussi garder des morceaux comme effigie. Et très vite, on va récupérer tout ce qu'on peut, les aides du bourreau et le bourreau vont récupérer tout ça, le brûler et le jeter en l'air, le jeter dans les airs. Donc, ce pauvre Ravaillac quand même, il avait payé, il a bien payé, sachant qu'après ça, toute sa famille a dû fuir, sous peine de mort, on rase la maison de famille, interdiction de revenir sur 4 générations, on change de nom. Bon, aujourd'hui réhabilité par des descendants d'Henri IV, c'est plutôt positif, j'ai envie de dire. Mais Henri IV, quand même, dans tout ça, eh bien Henri IV, il a été assassiné 2 fois. Je ne sais pas si vous avez suivi dernièrement qu'on a enfin retrouvé la tête d'Henri IV. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très émouvant, puisqu'il y a un monsieur dans les années 20, il s'appelle Monsieur Bourdet, et Monsieur Bourdet, tout le monde a dit que c'était un huluberlu, un illuminé, et que cet homme-là va un jour à une vente aux enchères à Drouot, et il y a une tête momifiée. Au début des enchères, 10 francs. Et on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas, bon, on n'en dit pas plus, mais en tout cas, Monsieur Bourdet va timidement proposer 3 francs, adjugé vendu 3 francs. Et il s'avère que c'est véritablement la tête d'Henri IV, qui est aujourd'hui retourné à la basilique Saint-Denis, et Louis de Bourbon, le descendant d'Henri IV, a fait un enterrement digne de ce nom pour Henri IV. Mais en tout cas, l'histoire, et c'est plus de 2 ans de travail, 2 ans de recherche, c'est le docteur Charlier qu'on voit beaucoup dans l'émission de Secret d'Histoire et tout ça. Il a constitué une équipe et ils sont partis à la recherche de cette tête. Alors effectivement, c'est véritablement la tête d'Henri IV, on le sait aujourd'hui, mais comment elle est arrivée chez Drouot, comment Bourdet l'a récupérée, et comment à un moment donné il s'est persuadé que c'était effectivement la tête d'Henri IV. Il a fait beaucoup de recherches, il a écrit un bouquin, il habitait à Montmartre, il avait une espèce de petit cabinet de curiosité, enfin d'antiquaire. Et bien en remontant, Charlier et toute son équipe de scientifiques et d'historiens ont enquêté partout en France, ils ont même été jusqu'en Allemagne, et on se rend compte que à l'époque de la Révolution,
eh bien les tombeaux des rois de France ont été pillés et saccagés. Et quand on a ouvert tous les tombeaux des rois de France, les révolutionnaires se sont rendus compte que le corps d'Henri IV était admirablement bien conservé. On reconnaissait parfaitement Henri IV, qui, en tant que roi, normalement a été embaumé. Et quand on embaume un roi, normalement on lui scie la tête, et on enlève le cerveau, et on met des épices, on met des herbes, on met tout ça. Et alors qui aurait récupéré la tête au niveau des révolutionnaires? Peut-être monsieur Alexandre Lenoir. Et non pas Richard Lenoir, parce que la station de métro Richard Lenoir, mesdames et messieurs, ce sont deux personnes. Donc Lenoir, c'est Alexandre Lenoir, qui a protégé énormément d'œuvres pendant la Révolution, afin d'éviter qu'elles soient saccagées. Et il était présent, ça on le sait puisqu'il en parle, il était présent à la basilique Saint-Denis au moment de l'ouverture du saccage de tous ces tombeaux, et on aurait vu Alexandre Lenoir récupérer cette tête, qui serait passée ensuite dans les mains de une certaine Madame Poussin, et se retrouve plus tard à cette vente aux enchères. Et ce monsieur Bourdet, tout le monde rigolait, tout le monde se moquait de lui, et en fait il avait raison. Donc quand on a fait toutes ces recherches, Bourdet à un moment donné va mourir. Où est la tête? Ah, et bien ça va dans l'héritage, dans son héritage, c'est la sœur qui va le récupérer. La sœur, elle déteste un petit peu cet objet un peu bizarre qui est dans une boîte, et elle va le mettre dans un coin, et elle ne va pas s'en occuper, elle ne va pas poursuivre les recherches de son frère. Et là, par le biais de différentes recherches, on a un monsieur qui s'appelle monsieur Bélanger qui lui va vouloir, il est passionné d'histoire, va vouloir à tout prix retrouver cette tête et continuer le travail de monsieur Bourdet parce qu'il a lu son livre et que ça l'a fortement touché, et qu'avec sa femme, ils sont passionnés par Henri IV et ils se sont mis, c'est le travail de toute une vie de ces gens-là, c'est plus de 50 ans. Et effectivement, ils vont rentrer en contact avec la sœur de monsieur Bourdet. Et alors au début, elle ne va pas vouloir. Et puis, elle va vendre différents objets du cabinet de curiosité de monsieur Bourdet, et la tête. Tout ça pour 5000 francs, elle va faire une lettre. Et ils vont garder tout ça, ils vont aussi faire différentes recherches, eux, de leur côté, sans jamais réussir à prouver que c'était la tête d'Henri IV. Et on voit toute l'équipe, parce que vous avez un documentaire qui est très très émouvant, en tout cas moi ça m'a fortement touchée, de voir ce monsieur qui pendant 50 ans a travaillé sur ses recherches et amène cette boîte dans laquelle il y a donc une tête momifiée effectivement. On fait des recherches dessus et il va accepter de prêter la tête pour toutes ces recherches d'ADN scientifiques et tout ça. On va se rendre compte au scanner qu'il n'a pas été embaumé, parce qu'on voit encore le cerveau, alors qu'il est tout fin, tout petit. Mais en tout cas, on ne lui a pas ouvert le cerveau. Pourtant, le Noir et tous les gens qui étaient présents a priori à ce moment-là disent on lui a scié le crâne, donc normalement il y a des traces. Non. On voit aussi qu'il y a une trace ici d'un ancien attentat qui a été perpétré sur Henri IV. Il y a une petite trace ici. Le nez peut faire penser, enfin ce qui reste du nez peut faire penser effectivement au nez, ce fameux nez des Bourbons, et une oreille percée. Et à un moment on voit, ils font ils mettent une petite caméra à l'intérieur du crâne, et ça aussi c'est assez touchant, même si c'est un peu glauque, mais il y a encore les cordes vocales. Et ça, c'est une tête qui date de 1610, on le sait aujourd'hui, et ensuite à la fin on termine par toute cette reconstitution faciale par ordinateur, et on voit la tête apparaître d'Henri IV. Et ce monsieur va finalement donner la tête aux descendants, donc à Louis de Bourbon. Et à la fin du reportage, moi j'avoue j'ai pleuré. Parce qu'il vous explique tout du long que pour eux ça a été tellement compliqué et qu'ils ont été de déception en déception, parce que donc il n'a pas embaumé, donc c'est pas lui, c'est pas la tête d'un roi, c'est peut-être un sosie, et c'est tout à fait possible. Et tous les rois, même s'ils ne sont pas tous embaumés, eh bien ils sont mis dans un cercueil de plomb, donc il devrait rester des traces de plomb, donc on fait toutes ces recherches-là. On sait aussi qu'on a pris des morceaux d'Henri IV et qui sont un petit peu comme des reliques, et donc tout ça est exposé dans différents musées de France. Donc ils font ce tour de France pour essayer de faire ces comparaisons entre des poils de barbe, même d'ailleurs sur cette tête momifiée, il y a encore des poils de barbe et de moustache. Et ils vont de désolation en désolation parce que c'est compliqué et c'est vraiment pas sûr.
On cherche, on va même jusqu'à demander à des historiens si effectivement Henri IV portait une boucle d'oreille. Alors on dit non, c'était Henri III. Ben oui, mais non, mais bon, c'est pas possible. On veut que ce soit Henri IV. Et puis le coup de l'embaumement, eh bien on se rend compte, et ça c'est grâce aux archives secrètes du Vatican, on se rend compte que c'est Marie de Médicis qui s'est chargée de l'embaumement. Et l'embaumement en Italie, c'est pas du tout pareil que chez nous. Donc on ne scie pas la tête, tout se passe par le nez. Et ils font même venir, ça aussi c'est très émouvant et à la fois drôle, on fait venir des parfumeurs et des nez extrêmement qualifiés et on les voit en train de sentir une tête modifiée de 1610. Et ils disent oui, alors ça sent un petit peu le vieux cuir ou la bibliothèque, bah, tu m'étonnes. Mais a priori, aucun reste d'herbe, aucun reste d'épices. On va prendre un petit peu d'ADN, même s'il est séché, faire des analyses, rien du tout. Le plomb, effectivement, on se rendra compte scientifiquement qu'il y a présence de plomb. Et on va trouver aussi, à un moment donné, différentes gravures d'Henri IV avec les oreilles percées. Et à la fin, donc, la voix off et toutes les personnes qui ont participé à ces recherches pendant 2 ans, on sent bien que pour eux, ça a changé leur vie. Et qu'il y a des choses pendant ces 2 ans qui n'étaient absolument pas prévues. Et ils décident de terminer le reportage en recherchant la tombe de M. Bourdet. Parce que Bourdet avait raison. Même on a traité de limite d'hérétique, mais en tout cas, il avait raison. Ça a été le travail de toute une vie, et on les voit sur la tombe de cet homme-là. Et le dernier petit clin d'œil sur la tombe de cet homme-là, c'est sa photo en noir et blanc, en face à face, avec la tête momifiée. Et on les voit se recueillir, et au final, vous avez un petit texte à la fin qui vous explique que oui, donc c'est la tête d'Henri IV, et que voilà, il est à nouveau avec sa famille, il est à nouveau à Saint-Denis aujourd'hui, d'où voilà, ce double assassinat d'Henri IV. Mais on peut dire que la boucle est bouclée, peut-être pas tout à fait, parce qu'effectivement, est-ce que le duc d'Épernon est responsable et a armé la main de Ravaillac? Il va falloir changer les livres d'histoire, mais en tout cas, pour ma part, je reste persuadée que voilà, il y a un complot. On a bien senti que cet homme-là était un peu juste et qu'il avait une idée en tête. Oui, il était pour tuer le roi, du coup, on a utilisé sa folie et sa folie meurtrière. Enfin, tout le monde en a profité. Peut-être même ce deuxième groupe armé qui est arrivé le 14 mai 1610 vers 16h15, ils sont arrivés après, juste après, un quart d'heure après. Est-ce que Ravaillac n'avait pas dit oui à tout le monde? On ne saura jamais. Est-ce que vous avez des questions? Oh, vous êtes calme. Oui, j'en ai une. Oui. Est-ce que c'est vrai qu'il y aurait une astrologue qui aurait dit la veille à Henri IV de pas sortir et tout, de pas... C'est le jour même. Enfin, elle lui a dit ça, ouais, effectivement, la veille, tout le monde pouvait aborder le roi, parce qu'au bout d'un moment, il a décidé de laisser tout le monde venir lui parler, mais effectivement, elle lui aurait dit, il y a certaines bonnes sœurs aussi qui étaient en train de prier avec ferveur, 3 jours avant, pendant 3 jours, elles ont prié en disant le roi est mort, le roi est mort. Il y a parfois dans certaines églises des cloches qui se mettaient à sonner toutes seules, bon, ça c'est de la légende. Mais en tout cas, son réveil, ce 14 mai 1610, Henri IV se sentait pas très bien, et même Marie de Médicis, ça aussi, ça pèse dans cette histoire du complot, lui aurait dit « Ne prenez pas le carrosse et n'allez pas voir Sully, en tout cas ne passez pas par là ». Ça, on n'y était pas, tout n'est que supposition. Mais oui, effectivement, et lui qui était plutôt terre-à-terre comme bonhomme, n'a pas plus prêté, c'était pas Catherine de Médicis. Non, Catherine de Médicis, elle était très croyante dans toutes ces choses-là. Mais bon, Henri IV, il entendait tout et n'importe quoi. Peut-être qu'il y a pensé le matin où il s'est réveillé, le matin de sa mort, mais... Et peut-être que ce genre de déclaration, il l'a fait plusieurs fois. Oui, sachant qu'il a échappé 16 fois à la mort quand même en 20 ans, donc bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des interrogations, réflexions, est-ce que ça va? Est-ce que ça vous a plu? Oui. Est-ce que vous avez appris au moins une chose? Ouais. Bah écoutez, merci beaucoup. On peut remercier le Carmen. Il n'y a personne derrière le bar, mais en tout cas, merci le Carmen. Ah, ils sont là-bas. Merci à vous d'être venus. Merci beaucoup.
Alors pour les prochaines, il va falloir que je retravaille parce que j'ai perdu tout ce que j'avais dans mon ordinateur et que j'avais déjà cherché aux archives. Mais c'est pas grave, Jean-Daniel, je reviendrai lundi ou mardi. La prochaine, c'est le 28 mai au Baron Samedi au métro Goncourt. On ressort une dernière affaire criminelle, c'est l'affaire Tropman, un jeune homme d'une vingtaine d'années en 1869 qui a tué les 7 membres de la même famille. On a longtemps cru que c'était pas possible parce qu'il était tout seul, mais si, c'était une force de la nature lui aussi. Donc on en parlera longuement le 28 mai. Je vais aussi également reprendre régulièrement les parcours les dimanches, un dimanche par mois. Merci à celles et ceux qui sont venus dimanche, on était sous la pluie, on a eu super froid, mais c'était bien. Et la prochaine, je pense que ça sera peut-être mi-juin où on fera Paris révolutionnaire. Donc, un suicide à Notre-Dame. Mais devant l'hôtel, devant le parvis, sur le parvis. Oh. Et alors Marion me disait, alors toi t'as vu quoi, qu'il y a des la radio et tout ça. Ah oui, ben voilà, c'est pour ça. Ah bah ouais. Il y a des spéciales quand même, un ancien OLS. Le seul truc, c'est que contrairement à ça, il a tué Ah ouais. Quel âge? Ah ouais, en plus. Bon. Eh bien, heureusement que j'ai pas fait la visite aujourd'hui. Non, parce qu'en plus, hier, j'ai fait une visite une lecture alchimique de Notre-Dame. Tu as peut-être réveillé des choses. Ça la rassure. Moi qui réveille jamais personne d'habitude. Voilà, pardon, 2 secondes. Ben, entre ça et l'autre qui se suicide dans une école, tes frères, non? Non, tu vois. Donc reprendre donc, la Révolution, tout ça, des choses un peu plus gaies, un peu plus légères. Eh bien non, puisque au mois de juin, nous allons faire les bourreaux et nous referons ici la dernière conférence de la saison. Je n'ai plus les dates en tête, mais c'est en tout cas le 1er ou 2e mardi du mois. Et ici, pour la dernière, ce sera quelque chose qui me tient fortement à cœur. C'est Paris sous l'occupation. Tout un travail que je dédie à ma grand-mère maternelle qui s'appelait Sylvanie et qui est partie avec Alzheimer, d'où pour moi ce travail de mémoire, de recherche et tout ce qu'elle a vécu et traversé au cours de cette période avec mon grand-père. Donc voilà, j'ai oublié les cartes, tout va bien, en tout cas vous pouvez me trouver facilement sur Facebook. J'ai aussi un lien, il y a mon site, donc voilà, n'hésitez pas, je suis aussi... Oui, Histoire de Paris sur Facebook ou sinon Sylvanie de Lutèce. Et via ces 2 pages, il y a mon mail, il y a l'adresse de mon site. J'essaye de répondre assez rapidement aux mails. Donc si vous voulez me trouver, vous me trouvez, je pense. Sur la commune. Alors, je travaille sur le parcours de la commune, parce que j'en ai fait un il y a très très longtemps, donc en 8 ans. Il faut que je le refasse, ça sera entre Montmartre, enfin il y a plusieurs endroits. Donc on peut le faire aussi avec Christophe qui n'est pas là ce soir, qui lui est guide au Père-Lachaise. On peut le faire en plusieurs fois, on peut même le faire sur une journée avec une pause déj à un moment donné. Enfin voilà, c'est des idées que j'ai avec les habitués. Ça peut être sympa, je me dis, de faire une journée. Et la commune, voilà, je vais refaire aussi une conférence sur la commune bientôt à la Gamine, puisqu'on va faire un cabaret sur le thème de la commune avec les gamins de Paris. Donc il y aura des petits spectacles, des petits numéros burlesques, et en première partie de soirée je raconte l'histoire de la commune, notamment l'histoire du rôle des femmes pendant la commune. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? C'est pas mal déjà, hein, les bourreaux.
Non, les bourreaux, c'est au Baron samedi et c'est le dernier mercredi du mois de juin. Le dernier mardi du mois de juin. Mi-juin ici, Paris sous l'occupation. Aux alentours du 14 juin, l'entrée des Allemands à Paris, par exemple. Peut-être, il faut que je regarde, je sais plus. Je t'avoue que là, en plus avec l'histoire de Notre-Dame, ça m'a un peu séché. En tout cas, mesdames et messieurs, je vous remercie encore grandement pour votre présence ce soir. Et je vous dirai à votre bon cœur. Je vais remettre un peu la musique. Merci beaucoup. Je suis encore là un petit peu, si vous avez des questions.